here. People here have gone completely crazy. In 14 years, we've never seen anything like this. It's a whole new world, baby. It's a whole new world. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 23. Cette semaine émission Mutation numérique, joystick et nouveau monde. On a pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. On n'aurait pas eu le cœur de le revoir, ce cinéma des autres soirs, mais on entend siffler le train de la deuxième arrivée du cinéma. En bref, autant dire que c'est une émission réservée à ceux qui ont un cerveau. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, une émission spéciale car nous allons parler d'un livre et d'un vaste sujet en même temps à l'occasion de la sortie à la fin de l'année dernière chez les éditions Jorg, donc maison d'édition suisse, de Le cinéma virtuel de Jean-Baptiste Massuet que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Merci beaucoup de venir nous voir dans notre émission. Nous savons que vous êtes très pris par vos différentes activités multiples et variées. Et c'est vraiment la première fois que je viens ici. Exactement, c'est ça. Donc tu reviens vendre ta lessive. Et la dernière fois que j'avais fait une introduction relativement similaire, c'est quand tu étais venu nous parler de ton dernier livre en date, donc qui était la publication réécrite de ta thèse, Le dessin animé au pays du film. Mais nous allons reparler des liens qu'il entretient avec ce présent ouvrage. Et donc, pour m'accompagner, puisque donc, cette émission a été repoussée plusieurs fois du fait d'un agenda qui a été contrarié par la révolte, on peut le dire, voilà, par les sales gauchistes que tu exècres, Jean-Baptiste. Et donc, voilà, donc Thibaut et le doc ne peuvent pas être là ce soir, mais ils sont avantageusement remplacés par Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Donc Simon qui est aussi partie prenante de cet ouvrage, puisqu'il a été relecteur acharné, on sait à quel point il est pointilleux comme vrai lecteur, Simon, et donc nous allons parler de ce joyeux sujet. Donc, c'est vraiment une mission copinage, quoi. Pas du tout, on dit qu'on est des esthètes, Jean-Baptiste. Donc voilà, donc de ce livre, Le cinéma virtuel, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pas de news, pas d'agenda, tout ça, mais juste quelques infos locales et de copinage aussi. Donc demain sort le nouveau film de Aung San Suu qui s'appelle... La romancière, le film et le heureux hasard, titre de distribution français qui doit, je pense, surfer sur le succès du dernier Hamaguchi. Ah oui. Le titre original, c'est Le film de la romancière. Et que donc tu présenteras au Ciné TNB à 16h. À 16h, donc demain. Voilà. Et sinon, dans le cadre des films du dimanche soir qui vous sont proposés par nous-mêmes et nos camarades du cinéma est mort ce dimanche 19 février, ce sera C'est arrivé près de chez vous de André Bonzel, Rémi Belvaux et Benoît Poulvorde. Donc voilà, venez voir ou revoir cette fabuleuse comédie glauque sur un grand écran. En tout cas, c'est un grand plaisir de le passer. On va passer direct dans le vif du sujet, puisque donc ça va être un sujet assez dense. Donc toi, Jean-Baptiste, ce livre, donc le cinéma virtuel, qui a un sous-titre très long de la performance capture aux imaginaires numériques des formes cinématographiques contemporaine, qui est tout un programme et qui veut un peu tout dire finalement. Oui, en fait, il n'y a plus besoin de lire le bouquin derrière. Ouais, mais donc voilà, qui est un peu le fruit d'une dizaine d'années, si ce n'est de recherche, en tout cas de réflexion et de pensée autour des mutations du cinéma moderne et sur toute la question du cinéma virtuel, donc qu'on a abordé déjà plusieurs fois dans cette émission. La dernière fois, c'est au moment de la sortie du film de Robert Zemeckis, son dernier en date, donc son Pinocchio, produit par Disney. Et c'est vrai que la question du cinéma virtuel et des mutations numériques de manière générale sont des choses qui nous intéressent et que toi tu as quand même creusé depuis un petit moment, parce que pour faire un peu de égo-histoire entre nous, je rappelle que la première fois que nous avons parlé, à l'époque où tu étais mon professeur quand j'étais dans un cours d'option vague, donc tu faisais un cours d'introduction au cinéma et aux formes du cinéma, j'étais allé te voir à la fin du cours, je ne te connaissais pas encore, c'était
quelques temps avant la sortie de Avatar de James Cameron, donc un bon moment quand même, et je t'avais dit oui bonjour monsieur, est-ce que vous pensez que nous parlerions de la performance capture et puis d'Avatar Je me rappelle de pas de ça. votre cours, et t'avais fait ah non je pense pas, malheureusement on n'aura pas le temps, ça va être un peu frais, mais j'ai vu déjà dans ton regard, il a pétillé, il s'est dit ce petit gars je vais le garder sous le coude, et c'est là un peu ce qui a démarré finalement notre amitié intellectuelle. C'est vrai. Moi, j'avais le souvenir que tu me parlais de Judd Apatow. J'avais oublié cette anecdote. Oui, mais il y a aussi voilà, donc la comédie américaine et le cinéma virtuel. Et donc, on va, avant peut-être de rentrer dans le cœur, le vif du sujet, donc je rappelle ce qu'on appelle par cinéma virtuel ou bien la performance capture. Ça désigne à la fois un ensemble de techniques, de technologie et d'économie du cinéma qui, depuis une quinzaine, voire même plus, une vingtaine d'années maintenant, ont amené un certain renouvellement des formes du cinéma, particulièrement américain, mais pas que, parce que maintenant ça s'est presque étendu à toutes les formes de cinéma mondial, mais qui en tout cas ont engagé effectivement un changement à la fois par l'usage des effets spéciaux numériques, donc des CGI, mais aussi ce qui a pu changer une manière, pas toutes les manières, mais une manière d'aborder la mise en scène à la fois dans sa fabrication et en des termes théoriques et puis esthétique finalement. Oui. Voilà. Tu as tout dit, tu as résumé tous les enjeux. Non mais voilà pour résumer. Et donc toi dans cet ouvrage tu as une approche justement qui brasse un peu tous ces domaines, l'esthétique, la théorie, l'économie, l'industrie du cinéma, l'industrie des effets spéciaux. Et voilà, donc toutes ces questions elles sont brassées au fur et à mesure de ton ouvrage. Donc effectivement c'est assez dense, on peut le dire, parce que ça brasse énormément de choses sur un très petit nombre de pages finalement pour un tel sujet. Et comment est-ce que tu as abordé au moment où tu as vraiment décidé de rédiger ce bouquin, qui par rapport à tes habitudes a été rédigé relativement vite, on va dire, en moins de 2 ans. Moins de 2 ans de rédaction. 2-3 ans de rédaction quand même. Merci le confinement, on peut le dire. Et donc voilà, comment est-ce que tu as abordé toi cette pensée du cinéma, ou comment est-ce que ça s'est mis en branle pour mettre un peu en forme tous tes éléments de réflexion? Bah ouais, ça a été un processus assez long avant de commencer l'écriture, parce que justement au départ, l'objet de ce livre c'était d'être un peu un digest en fait des recherches que j'avais pu mener dans différents colloques au sein de communication ou d'articles, puisque c'est effectivement une réflexion que je mène depuis assez longtemps, puisque j'ai commencé à la mener en parallèle de l'écriture de ma thèse en fait, et je dirais même que la thèse en elle-même faisait écho en fait déjà un peu aux problématiques que j'allais aborder. Parce que donc ta thèse qui était sur la question de l'hybridation entre le cinéma en prise de vue réelle et les formes de cinéma d'animation, que ce soit des formes d'animation en 2D traditionnelles ou bien avec des personnages en 3D justement. À la fin il y avait comme une ouverture vers les mondes des possibles du cinéma, en mêlant avec différentes formes finalement. C'est ça, le constat était celui que dans le cinéma contemporain à gros budget, à effets spéciaux, il y avait une confusion de plus en plus évidente entre la prise de vue réelle photographique et la vue animée, au point où parfois on pouvait douter de ce que l'on observait concrètement en tant que spectateur. Et c'est en voulant analyser au départ ces films de performance capture que j'en suis venu à me dire au moment de l'écriture de ma thèse que ce serait quand même intéressant de revenir aux origines et de se demander en fait déjà la relation entre animation et prise de vue réelle, comment elle s'est construite historiquement. Donc c'est ça qui a amené à l'écriture de la thèse, mais qui était aussi écrite dans la perspective de la suite en fait. Donc déjà avec en tête cette réflexion sur le cinéma contemporain. Donc j'avais un pied dans les origines du cinéma en gros et un pied dans le cinéma numérique le plus technologiquement voilà, parce que avancé. ce que tu fais principalement comme dans la première partie de ton ouvrage justement, c'est de faire une genre de mini-histoire à la fois théorique et industrielle finalement de l'histoire des formes du cinéma qui ont lien entre la prise de vue réelle et puis on va dire et différentes formes d'animation. Ouais, l'idée c'était de rappeler un peu les faits et de dire que finalement tout ce qu'on voit depuis 20 ans ne vient pas de nulle part. C'est un processus réflexif finalement qui remonte à déjà presque un siècle. Ouais, c'est ça. Donc, je rappelle évidemment l'existence du livre parce que concrètement c'était pas la peine de refaire le bouquin, mais en fait c'est une suite spirituelle. Cet ouvrage-là, il est vraiment dans la continuité genre de du spin-off. précédent. Non, c'est pas un spin-off, c'est vraiment une suite. Hein. C'est la voix de l'eau. C'est bigger, better and louder. 10 ans après, pareil, voilà. Non, il y a vraiment une continuité. C'est pas un développement d'un truc en particulier, c'est que les deux ont été pensés un peu ensemble. Et donc, à l'époque où j'écrivais ma thèse, je communiquais beaucoup en parallèle sur ces films de performance capture. Et tu avais même
co-dirigé un livre avec Et Marco Grossoli exactement, sur les questions de performance capture ouais. et d'hybridation des images. Tout à fait, on avait publié un collectif sur la question, donc ça m'intéressait au plus haut point. Et puis l'ouvrage collectif avait été publié, je crois, l'année de la soutenance de thèse, donc c'était vraiment, tout était un peu lié. Et donc j'avais écrit pas mal, et à un moment donné je m'étais dit ce serait quand même intéressant de faire une publication qui reprenne un petit peu ces articles, puisque un article c'est bien beau, mais en fait personne ne les lit, ces ouvrages non plus, hein, on en est conscient, mais voilà, je me disais c'est pas mal de tout réunir pour donner un peu plus d'ampleur en fait à la réflexion. Donc c'est né de là, en fait au départ j'avais juste repris mes textes et je les avais collés, j'avais copié-collé, j'avais tout collé à la suite. Est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il y a une logique? Et je m'étais aperçu qu'il y avait une forme de logique, mais que il manquait en fait un bloc de réflexion qui était celui justement lié au cinéma virtuel, pour en parler, à la notion de virtuel, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan du problème que je n'avais pas posé. Pour l'instant, je m'étais concentré sur la relation entre animation et prise de vue réelle, et je ne m'étais pas encore posé la question de ce terme utilisé par Robert Zemeckis, notamment pour parler de son cinéma à partir de 2009. Oui, parce que c'est lui quand même le grand cinéaste qui a essayé d'imposer ce terme, ou en tout cas presque cette manière de faire dans le microcosme hollywoodien, qui finalement n'a pas vraiment pris pour des questions, on va dire, à la fois de bid au box-office. Peut-être lui, peut-être qu'il avait peut-être une vision presque trop théorique finalement de son cinéma, alors que quelqu'un comme James Cameron, je pense qu'on va y revenir, qui à la fois utilise les mêmes outils, mais a probablement un plus grand sens du spectateur et de ce qu'il peut accepter ou non en termes de changement visuel et puis cognitif dans un film dit traditionnel. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une distinction à faire. D'ailleurs, on y reviendra. C'est une technologie qui peut être utilisée de plein de manières différentes. Et c'est vrai que c'est très malléable. Zemeckis a un peu essuyé les plâtres en fait de la technique. Il a essayé des choses, il a tenté des trucs. Ça n'a pas pris, comme tu l'as dit, mais il n'empêche qu'il a été extrêmement important, et notamment dans la pensée de ce cinéma-là. C'est quand même lui qui a mis en avant la nouveauté, dont on va reparler, que ce cinéma apportait avec lui. Et c'est effectivement l'un des premiers, c'est pas le premier, à avoir utilisé le mot de cinéma virtuel, puisque c'est John Gaeta qui avait utilisé ce terme. Qui est le directeur des effets spéciaux de Matrix, notamment. Tout à fait. Enfin, de la trilogie Matrix originelle. C'est ça. Et du coup, ce terme-là, il était très convaincant pour plein de raisons. Bien sûr, il permettait de faire un pas de côté par rapport à la performance capture, qui était une technique de captation uniquement, et pas forcément une technique de mise en image. Justement, voilà. Ou ce que Zemeckis disait au moment de la promotion de ses propres films en cinéma virtuel, donc le Pôle Express, Beowulf et le Drôle de Noël de Scrooge. En gros, le but, peut-être je pense pour aussi essayer de le vendre de manière plus simple à la presse ou au monde professionnel, c'était de remettre le comédien au centre du processus de création. Alors rappelons effectivement le principe de la performance capture, qui est simplement d'interpréter le film ou de tourner le film dans un studio qu'on appelle le volume, qui est en fait cerné de récepteurs au sein duquel les acteurs vont jouer dans ce volume, donc équipé d'une sorte de combinaison en lycra noir avec des marqueurs photosensibles partout sur le corps avec et sur le visage. Une cinquantaine de caméras qui les filment. 200 même au début. Ouais. Donc sous tous les angles possibles imaginables. Voilà, qui triangule en fait les positionnements des marqueurs dans l'espace et qui permettent d'obtenir un échantillonnage du mouvement numérisé, donc avec un nuage de points lumineux dans l'espace qui se passe dans un espace virtuel dans un ordinateur. Ces points lumineux sont reliés par le biais d'un squelette, donc on va tracer numériquement, et puis sur ce squelette on peut poser un avatar de son choix, et donc n'importe quel acteur peut jouer n'importe quel rôle, peu importe sa physionomie ou autre. En fait. Ce qui en soi déjà n'est pas forcément une révolution, c'est plus une évolution de choses qui ont lieu depuis une quarantaine d'années dans le cinéma, avec les premiers tests numériques, des premières créatures comme ça qui sont faites. Tout à fait, on pourrait même remonter plus loin, puisque ça fait vraiment écho à une technique comme la rotoscopie dans le dessin animé, où on décalquait sur une prise de vue réelle un personnage pour pouvoir avoir un mouvement réaliste sur une figure graphique qui ressemblait à un personnage de cartoon. Et ce qui... Entre parenthèses, je trouve une des choses qui est hyper intéressante dans ton bouquin, c'est que justement, au lieu de rester par exemple cantonné au simple domaine du cinéma, tu expliques que toutes ces technologies ne viennent pas de nulle part, notamment par exemple pour la 3D. C'est qu'à l'origine, donc ça vient plutôt du domaine médical, et surtout le domaine où il y a le plus de thunes, de l'armée. Comme quoi, finalement, c'est pas si mal. L'armée, la surveillance aussi. Toutes les technologies de gate analysis, d'analyse de la marche, etc. Tout ça, c'est lié en fait à ce complexe technologique qui est celui de la capture de mouvement de manière générale. Mais comme finalement plein d'autres choses qui se sont réutilisées maintenant, comme par exemple les drones, ça vient aussi comme à la base de l'armée. Bien sûr. Et là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que
les cinéastes comme Zemeckis, Cameron, se saisissent de cette technique qui est utilisée dans d'autres domaines, dans des domaines extrêmement variés et hétéroclites, et ils vont s'en servir pour faire du cinéma en se disant, voilà, désormais on a une performance d'acteur qui a été captée à 3 dimensions, donc avec tous ces récepteurs qui les entourent, ce qui fait qu'à posteriori, une fois que la direction d'acteur a été faite dans le volume, on peut décider du placement d'une caméra virtuelle dans l'espace numérique. Avec un moniteur, en Wizbalan. On voit ça notamment dans les making-of du film de Cameron. Donc dans Avatar, on le voit, il est tout seul dans son studio et il dit maintenant, je peux faire la mise en scène et je vais décider. Mais une fois de plus, c'est pas un système qui est fermé parce que c'est une manière de mettre en scène qui est très malléable. Ouais. Par exemple, Steven Spielberg, quand il fait son Tintin en 2011, lui dit qu'au contraire, il préfère voir ses cadres et presque voir son découpage justement avec les acteurs au moment du tournage et de la captation dans son volume plutôt que de la faire après a posteriori, justement. Donc c'est vraiment comme une méthode qui n'est pas figée, qui est adaptable selon la méthode ou selon, on va dire, le bon vouloir des metteurs en scène. Ouais. Le principe qui reste identique d'un cinéaste à l'autre, c'est cette idée de captation 3D inaugurale. On capte en volume le corps et cette utilisation a posteriori dans un espace virtuel librement arpentable par une caméra elle-même dématérialisée. Et ce que tu évoques sur ces méthode de tournage de ces cinéastes, ça montre bien aussi qu'ils ont des démarches différentes. Zemeckis lui préfère ne pas du tout réfléchir à son découpage, enfin supposément, c'est ce qu'il dit en tout cas, mais ne pas du tout penser à son découpage, d'abord diriger les acteurs et se dire que la mise en scène ou la mise en cadre, il la fera vraiment après coup. Alors que Cameron, comme Quaron aussi pour Gravity ou Steven Spielberg, storyboardaient énormément leurs films, ils savaient exactement les cadres qu'ils allaient faire et ils avaient cette volonté, comme tu l'as dit, de visualiser en direct les prestations d'acteurs. Et en fait, l'idée, c'est qu'on pouvait passer de la performance capture, donc la capture, le moment de prise de vue qui correspond au moment où on filme concrètement les acteurs dans un tournage traditionnel. Ce moment de la captation ne fait pas le film, puisqu'on obtient au final un objet en volume qui est inappréhendable pour l'œil humain, parce qu'on ne peut pas avoir un être capté sous tous ses angles en même temps. C'est, effectivement, le langage numérique permet de le faire avec des 0 et des 1, mais notre œil humain ne peut pas apercevoir un corps sous tous ses angles. Du même coup, l'usage cinématographique de la performance capture, c'est justement ce moment où on va poser un regard, où on va décider de la façon dont on va regarder ces corps, dont on va les filmer, dont on va faire des mouvements de caméra, dont on va gérer les échelles de plan, parce qu'effectivement, tu reviens là-dessus sur la question de la mise en scène, parce que finalement, plus que la question de l'acteur, ce que ça remet au centre, on va dire, du débat ou de la pensée du cinéma, c'est la question du point de vue. Parce que vu qu'il y a un nombre de points de vue illimité, finalement, parce que les personnages sont filmés sous tous les angles possibles et puis imaginables, et que la caméra, comme elle est virtuelle, comme elle est libre, elle peut aller absolument n'importe où et faire tous les mouvements. Donc finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté absolue ? On a déjà parlé des fois, ça a créé genre des aberrations visuelles comme Thor, comme le plan séquence de Bad Boys 2, tout ça. Donc vraiment, on se dit, on peut faire n'importe quoi. Et ben alors, faisons n'importe quoi. Faisons un mouvement de caméra qui rentre par un trou de balle et puis qui sort par un truc d'accélérateur. Donc là, on se dit, bon, ok, c'est genre la fête à mon cul, quoi. C'est genre la fête foraine du cinéma. Mais finalement, non. Au bout d'un moment, on peut aussi se poser et réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on veut dire avec cette caméra qui n'a aucune prise réelle, donc qui à la fois est, je pense, presque difficile à appréhender parce qu'on sait très bien que c'est faux, mais que finalement on peut avoir un effet de réel avec cette caméra libre, ce qui finalement renoue avec le pacte du cinéma. Je sais bien que c'est faux, mais quand même. Ouais. Non, c'est vrai, et puis d'autant plus que ces cinéastes, justement, en réinvestissant des caméras à même le plateau, avec des dispositifs de visionnage, comme des sortes de moniteurs qui traduisent en temps réel l'apparence des acteurs pour qu'ils apparaissent sous leur forme d'avatar numérique. Par exemple, la simulcam de Cameron sur Avatar, c'est exactement ça qu'il fait. Il utilise parce que finalement, Cameron, avec son cinéma virtuel, reproduit finalement les mêmes tics de mise en scène qu'il a dans ses films live. Une caméra portée, les caméras subjectives, par exemple, et tout comme ça qu'il aime bien pour montrer les gros gaillards qui vont à la guerre. Ouais, exactement. Et du coup, c'est tout ça que j'appelle finalement le cinéma virtuel et que je différencie de la performance capture, qui n'est qu'une étape, en fait, là-dedans. C'est l'étape préalable. Mais si on fait juste la performance capture, il n'y a pas de film. Non, parce que la performance capture, elle est utilisée par exemple dans des films comme La Planète des Singes, enfin les nouveaux qui ont été faits il y a une petite dizaine d'années, pour finalement créer des personnages virtuels, mais dans un environnement réel. C'est ça. Et là, la question de la mise en scène ne se pose pas dans ces films. En tout cas, ce n'est pas la question fondamentale dans la création de ces figurines, enfin ces figures. Elles sont produites comme un effet spécial. En fait, c'est utilisé à la manière d'un effet spécial. Zemeckis, Cameron, Spielberg, ils font pas ça.
L'idée, c'est pas de se servir de la performance capture pour faire des effets spéciaux, comme c'est fait par ailleurs depuis longtemps, et même dans des trilogies comme Le Seigneur des Anneaux, Oui, oui. etc., avec Gollum, King Kong, c'était ça le principe. Et là, de l'idée, Star Wars voilà. de Lucas qui était assez précurseur sur Tout à toutes fait. ces questions des mutations numériques et de créer des personnages entièrement numériques mais photoréalistes Ouais. dans des décors qui sont aussi virtuels mais avec d'autres personnages réels qui sont dedans par exemple, même si c'était peut-être plus limité en termes de mise en scène parce que peut-être que les mouvements aussi ou peut-être que Lucas est un moins bon metteur en scène aussi. Possible. Mais en tout cas, je trouve qu'il y avait des choses très intéressantes dans la prélogie Star Wars qui justement ont été repris 5, 6, 10 années après. Mais c'est vrai qu'il a essuyé les plâtres aussi beaucoup de ce genre de choses. C'est clair. Mais voilà, ce que je voulais dire simplement, c'était que ces cinéastes-là jouaient la carte de la mise en scène, ou en tout cas se servaient de cette technologie pour faire de la mise en scène. Et c'est donc cela que j'entends par cinéma virtuel. En tout cas, je pense que c'est la manière dont on entend Zemeckis aussi, mais c'est la manière dont j'ai choisi de l'aborder dans cet ouvrage. Oui, Simon. Alors justement, on parle de l'attention au terme. Évidemment, c'est une des grandes forces de l'ouvrage qui, je pense aussi, était l'une de ses motivations, c'est de faire le point sur les termes. Cinéma virtuel, performance capture, motion capture, de ne pas tout mélanger. Je me posais la question d'un éventuel déclic. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a motivé ce choix bon, il faudrait peut-être faire le point et puis du coup de trancher, puisqu'après un ouvrage collectif sur la capture de mouvement, cette fois c'est un ouvrage sur le cinéma virtuel. Qu'est-ce qui a motivé cette T'en mise avais au marre de lire des conneries Non, j'ai eu un déclic. J'ai un souvenir très clair de ce moment, du moment où ça s'est joué. C'était un colloque à Montréal sur la magie des effets spéciaux qui a eu lieu en 2013. ouais. C'était genre une semaine avant ma soutenance de thèse. Tout allait bien. Et j'avais fait une communication autour de la question des termes, donc performance capture, motion capture, pour essayer de montrer que l'incompréhension de cette technologie venait du fait qu'on prenait le terme performance capture ou motion capture, on prenait le terme performance capture comme une continuité de la motion capture qui était une technique d'effet spécial. Et du coup, on se disait, ok, c'est des films à effets spéciaux. Je dis, bah non, c'est une technique de mise en scène. Et pour appuyer ça, c'est là que j'avais découvert si j'ai découvert, je mange pas avec les doigts. C'est là que j'avais découvert le texte de Zemeckis, enfin, en tout cas l'entretien de Zemeckis avec Harry Knowles dans It Takes Cool View News, qui était paru en 2009, fin 2009. Et pour le coup, dans la sortie de Scrooge. Ouais, c'est ça, pour le drôle de Noël de Scrooge. Et où il utilisait ce terme de cinéma virtuel, et je l'avais proposé à ce moment-là, et je me rappelle très bien que André Gaudreau, dans la salle, me regardait avec des yeux comme des soucoupes en disant « Mais t'as trouvé où ce terme? C'est génial, etc. » C'est Zemeckis. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un truc à jouer avec ce terme-là, et que c'est ça qui permettait de déplacer le regard et de plus être sur les mêmes problématiques que j'avais auparavant, et de changer un petit peu mon fusil d'épaule. Et c'est là que je me suis dit qu'il allait avoir une grosse partie à rédiger sur la question du virtuel, parce qu'il allait falloir faire un sort à cette question. Et je me suis rendu compte après que ça allait impliquer de réécrire en fait tout le bouquin. Ouais, parce que c'est vrai que on va dire entre 2003 2010, la performance capture, la motion capture, le cinéma numérique, tout ça était, en tout cas à la fois dans des colloques, dans des textes d'université et puis même dans des textes critiques, tout ça était un peu mélangé, pas forcément compris, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué aussi à appréhender dans toutes ces manières. Donc effectivement, il y avait un peu tout et son contraire qui était mis. On parlera de croûte numérique, de trucs comme ça, c'était, je sais plus, dans le cercle de moche capture, je sais pas motion quoi. Capture, performance, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Ils savaient pas comment nommer la technique, moche cap. mais parce qu'il y avait une résistance vis-à-vis de ces technologies qui tendaient à effacer la présence actorielle, ou en tout cas qui donnait l'impression d'effacer le corps de l'acteur. Et ça dérangeait énormément de défenseurs d'un certain cinéma attachés à T'en l'image parles photographique. justement de ça à un moment donné, certains films en performance capture comme Monster House qui était produit par Zemeckis, il y avait, ou même du film Final Fantasy, qui est un film en image de synthèse mais pas en performance capture, de parler de toute la question de la réception critique des films, à la fois on va dire par la critique officielle et même par certaines franges du monde du cinéma, une résistance pour dire que non, ce ne sont pas des films d'animation, mais en même temps non, ce ne sont pas des films avec des acteurs, donc c'est très compliqué. Il y avait à la fois des guerres de chapelle, des guerres d'ego et même des guerres de professionnels finalement. Ouais. De voir que c'est, parce que vu que c'est une porosité entre plusieurs manières de faire, finalement on ne sait pas dans quelle case les ranger, donc ça pose des problèmes aussi structurels dans le monde du cinéma. Ouais, carrément. Et dans la pensée critique. C'est ça, dans la pensée critique c'est indéniable, parce qu'on a des postures, comme tu as dit, qui sont extrêmement contradictoires, en tout cas qui s'opposent très fortement, et qui témoignent en fait, sans vraiment le dire, de position épistémologique en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine conception de ce que devrait être le cinéma, ils ont une conception de ce que devrait être un acteur. Exactement, tu parles de perception
ontologico-centré du cinéma. Oui, j'ai dit ça, je sais plus pourquoi. Mais mais... moi j'aime bien, j'ai même souligné, je trouve très bon. Bah, c'est-à-dire qu'on on perçoit les choses sous un point de vue ontologique. Sur il y a une vision qui serait basinienne du cinéma, on va dire. C'est ça. Cette vieille vision qui a plus de 50 ans, qui a marché à une époque parce que le film était fait de manière, on va dire, traditionnelle, en pellicule, le montage interdit, tout ça. Sauf que depuis 30 ans maintenant, voire plus, c'est quelque chose qui n'a plus vraiment lieu d'être, avec justement tout ce cinéma dit numérique, à la fois donc du cinéma avec des effets spéciaux numériques et un cinéma tourné avec des caméras numériques. Parce que les deux aussi, et l'évolution, c'est imbriqué finalement. C'est ce qui interroge sur le statut de ces images très contemporaines, au final, où on n'arrive plus trop à déterminer quelle est la part de vérité dans ces images, qui a été un des grands socles de la pensée sur le cinéma numérique tout début, que ce soit avec David Rodowick ou Tom Gunning, qui sont interrogés sur l'importance ou non de l'indicialité à l'ère du numérique. Est-ce que cette empreinte que représentait la pellicule à une époque où, effectivement, quand la lumière grave la pellicule, on a une empreinte directe du réel. Alors que maintenant, ce sont des 1 et des 0 qui sont enfilés. C'est une digestion, en fait, ou une traduction logico-mathématique du monde qui, du coup, passe... On se rend compte qu'entre l'image et le profil mix qui a été filmé, il y a une étape de traduction. Et si on traduit, ça veut dire qu'on peut déformer. C'est-à-dire qu'on peut changer les 0 en 1, les 1 en 0, et du même coup, changer fondamentalement la nature de l'image. Et donc, la question de l'enregistrement du réel. Est-ce qu'avec une caméra numérique, même sans parler d'effets spéciaux, est-ce qu'avec une caméra numérique, on capte le réel, ou en tout cas un certain sens de la réalité, parce que finalement, ce ne sont que des images qui n'ont aucune consistance pratique, bien plastique. Ça a été un débat théorique extrêmement important dans les années 2000, qui a cristallisé des prises de position extrêmement fortes de la part de ces différents acteurs. Et dans le champ critique, ça s'est incarné dans des textes parfois très virulents, voire violents, si je puis dire, envers les films, qui montraient que ces films-là n'avaient aucune sorte d'intérêt, que c'était une sorte de petite innovation technologique dans son coin, mais sans aucun intérêt, parce qu'il n'y avait plus d'acteurs, en fait. Et ça, c'était le truc fondamental. On reconnaissait plus les corps, on reconnaissait plus les espaces. Du coup, l'idée, c'était qu'on ne pouvait plus s'investir émotionnellement dans les films. En tout cas, c'est ce qu'on trouvait beaucoup dans les critiques. Il y avait la résistance à la fois pour des personnages virtuels, qui seraient en image de synthèse, ou en tout cas générés par ordinateur, et même sur la question de l'image numérique dans toutes les années 2000, que ce soit les films de Michael Mann ou certains films de Fincher, où il y avait cette résistance par l'usage de ces caméras HD, sans même parler des trucs comme le Dogme ou comme justement les films de Lucas, où on se dit c'est moche parce que ça ressemble pas à un film, ça ressemble pas à l'image qu'on a du cinéma depuis un siècle en gros. Ouais, tout à fait. On perdait une sorte de texture de l'image qui disparaissait dans le côté aqueux du numérique, etc. Comme la question maintenant, mais je pense qu'on y reviendra peut-être justement sur sa question de son hybridation avec le numérique, sur la question du high frame rate, donc du HFR, de la fréquence d'image qui est augmentée dans certains films, donc notamment dans Avatar 2, The Way of Water, où ça pose ces questions-là, parce que donc finalement ça brise des conventions de cinéma qui ont été fixées il y a à peu près un siècle, et qui là du coup essaye de rebattre les cartes, mais avec une forte résistance à la fois du public et puis de l'industrie. Ouais, tout à fait. D'autant plus que dans ces films-là, on sent bien que ça accentue la dimension irréelle des images, parce que comme ça ne correspond pas à nos habitudes, à nos codes de visionnage spectatorial alors que ça veut se rapprocher de quelque chose de plus réel et de plus concret. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire, concrètement, dans le monde réel, on ne voit pas le monde à 24 images par seconde, bien sûr, mais on s'est tellement habitué culturellement à cette fréquence de visionnage. Ouais, voilà. Que évidemment, quand on dépasse ce nombre d'images par seconde dans les films, c'est bizarre, ça donne un effet trop réaliste, et du coup, ce trop de réalisme en vient à dénaturer la réalité. En tout cas, alors que c'est pourtant dans les films qui sont éminemment presque survirtuels. Tout à fait. Comme dans le Gemini Man de Ang Lee, dans Hobbit, Avatar 2, dans le Hobbit de Jackson, pareil. Donc c'est quand même des films qui sont bourrés d'effets spéciaux et plein de choses comme ça. Et d'un coup, on a l'impression que c'est pas réaliste, mais pas parce qu'il y a genre un genre de gros troll qui pue, qui va attaquer des petits nains, mais c'est l'image en tant que telle. C'est l'image en tant que telle, la fréquence et le défilement. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'autant, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait vraiment dérangé sur The Hobbit, j'avais pas du tout adhéré aux 48 images par seconde. Autant là, sur le Avatar 2, je trouve qu'il y a une cohérence entre dans l'usage Gemini du Man, HFR. moi je trouve que ça fonctionne admirablement. Malheureusement, je l'ai pas vu en HFR, donc dans Gemini Man de Ang Lee, où Will Smith croise lui-même jeune quand genre il avait 20 ans, et donc il est rajeuni numériquement, parfois même il est entièrement reconstitué en performance capture justement. Et moi ce qui m'a toujours intéressé avec le HFR, à la fois dans le Hobbit, pas dans tout mais notamment dans les scènes d'action, c'est que je trouve que ça donne une densité et une lourdeur au corps numérique
qu'il n'y a pas souvent, ou souvent c'est bien le problème dans les expérimentations, on va dire, du début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010, où quand il y a des personnages qui sont entièrement virtuels, on le grille direct, même si la mise en scène se fera peut-être plus sobre ou des machins comme ça, on voit tout de suite que le corps est beaucoup trop plastique ou bien élastique. Blade 2, par exemple, il y avait ça dans quelques scènes de combat, qui est un des exemples fameux, alors que je trouvais que dans le Hobbit, justement, tout d'un coup, il y avait une lourdeur des corps qui fonctionnait beaucoup mieux. Ouais, mais je trouve que c'est d'autant plus flagrant dans le nouveau Avatar. Oui. Là, pour le coup, c'est assez Il y a évident qu'il y a quelques cette densité scènes ou visuelle. quelques plans Ouais. qui sont HFR, parce que c'est pas tout le film. Le C'est film n'est pas choisi. tourné comme ça, mais je trouve que du coup, ça donne une densité supplémentaire à ces corps en volume et ça accentue l'impact de la performance capture justement sur l'œil du spectateur. Et je trouve que le film marche mieux quasiment que le premier à ce titre-là. Moi, je l'ai trouvé plus impressionnant. En tout cas, j'ai plus ressenti l'impression d'être dans l'image, alors même qu'on sait que le problème du cinéma virtuel, c'est qu'il repose sur une captation en volume, mais les images qu'il propose ne sont pas en volume. Du même coup, la forme cinématographique brise la dimension révolutionnaire de la captation tridimensionnelle originelle. Et là, pour le coup, avec Avatar 2, j'avais le sentiment d'être dans l'image, comme je pouvais avoir le sentiment d'être dans un jeu vidéo quand je jouais, parce que je pouvais tourner autour du personnage et donc voir un espace sous toutes ses dimensions, chose qu'on ne peut pas expérimenter dans un film, mais là, Cameron arrivait à le suggérer par le HFR, par la mise en scène, sachant que tous ces cinéastes-là ont cherché justement à utiliser cette tridimensionnalité de l'espace pour donner justement cette densité et donner l'impression que ce monde est fondamentalement explorable. Il est palpable, il est réel. Voilà. Un sentiment de réalité, finalement. On va de toute façon continuer à parler de tout ça et de jeux vidéo aussi également, mais d'abord on va écouter un groupe qui parle de monde à reconstruire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Bleakness avec World 2 Rebuilt. Et de monde à reconstruire, il en est question avec notre invité Jean-Baptiste Massuet à l'occasion de la sortie de son ouvrage chez Jorg Éditions, Le cinéma virtuel. Et donc car le cinéma virtuel finalement essaye de reconstruire un monde pour faire une deuxième arrivée du cinéma. Et donc nous parlions de tout ça avec aussi Simon, et c'est vrai qu'on a parlé en tout début d'émission, on va dire, sur un peu la fabrication et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette pensée du cinéma-là. Et donc, c'est vrai qu'avec Simon, on se posait la question un petit peu à la fois de la fabrication et de la vision de la pensée. Oui, parce qu'un point fort des travaux de Jean-Baptiste en général, et ce livre en témoigne en particulier, c'est la capacité de mêler les approches ou de voir comment elles sont complémentaires et comment ça devient un moteur de réflexion. Ce qui est toujours quelque chose de très difficile à mener. Oui, mais l'esthétique, l'industrie. Il peut embrayer sur différentes approches qui s'alimentent elles-mêmes. C'est pas très élégamment dit, mais ça me fait penser un peu, vous savez, à une gaine électrique en fait. Quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il y a plusieurs câbles à l'intérieur de plusieurs couleurs. L'une serait l'approche théorique, l'autre plutôt historique. L'esthétique, et ça c'est un point fort aussi de l'ouvrage, et peut-être que les auditeurs de l'émission seront particulièrement sensibles aussi à non seulement l'esthétique, mais aussi l'analyse. Il en passe vraiment par l'analyse des films ou des séquences clés de ces films. Et en plus, les films, ils reviennent tout au long de l'ouvrage. Le corpus n'est pas si... toute proportion gardée, il n'est pas si dense que ça. Il y a quand même beaucoup de films qui sont abordés, mais on les perd jamais de vue, ils reviennent assez souvent. Il y a quelques films évidemment qui reviennent plus que les autres, donc les films de Zemeckis en particulier, il est en couverture et Avatar, voilà. Et ça, c'est vraiment un point fort que je voulais saluer encore une fois, je le dis, de tous les travaux de Jean-Baptiste, c'est il marche sur plusieurs pieds à la fois en étant très équilibré grâce à cela. Et y compris dans les sources d'ailleurs qu'il voilà, utilise. Et justement, je voulais citer quelques-uns de ces aspects, on ne peut pas tous les aborder, mais déjà la place qu'il donne à ce qu'il peut trouver dans la critique de cinéma, notamment la place que tu donnes à des critiques de Mad Movies, parmi lesquels notamment Julien Dupuis, et ça rend aussi hommage à tout ce travail d'attention en direct de la réception de ces films-là, sachant que lui, il a une attention à ce qui s'est passé en production. Dupuis, il suit les tournages et tout ça, mais ça, c'est vraiment important de les mettre en valeur grâce au travail de Jean-Baptiste. Et puis, un autre aspect, mais on ne pourra peut-être pas tout traiter, c'est cette place de l'analyse. Et là, je profite du fait qu'on est dans cette émission pour saluer un autre point fort de l'ouvrage, et qui me fait penser à la façon qu'a toujours eu Jean-Baptiste quand il intervenait dans l'émission à nous faire des JB, à partir des plans d'ouverture des films, pour montrer en quel point ils étaient programmatiques. Et ce qui est formidable, c'est la façon dont Jean-Baptiste arrive toujours à sélectionner des séquences qui ont un intérêt propre, mais qui sont toujours des symptômes de quelque chose qui travaille le film dans son rapport à la technologie qu'il est en train de mettre en avant, et qui vont nous aider à comprendre les sous-bassements, les enjeux plus larges que la simple réalisation d'un effet qui porte le film, et qui nous font saisir son programme
peut-être même inconscient parfois, parfois aussi avec un petit accent idéologique qui pourrait m'amener sur une autre question mais que j'aborderai plus tard. Donc je voulais saluer, c'est pas vraiment une question, mais je voulais saluer cette capacité que Jean-Baptiste a, parce que j'imagine que c'est un gros boulot derrière de faire tenir tout cela ensemble. Donc je sais pas si tu en es passé par des moments de questionnement par rapport à ça, de marier les choses, mais ça fait longtemps que tu le fais, donc ça finit par rentrer, je pense, dans ta plume. C'est vrai que dans si ton t'es là, c'est un habitude. peu grâce à cette émission, finalement. Non, effectivement, j'y pense plus trop à ça. Je le fais un peu automatiquement parce que c'est devenu vraiment une méthode et tu as raison, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, moi, les chapelles méthodologiques, ça m'a toujours un peu enquiquiné. De voir un texte uniquement historique ou de faire alors pas de les lire, mais de les faire. Faire un texte uniquement historique ou faire un texte uniquement esthétique, il y a quelque chose qui me manque à chaque fois. Et il me semble qu'il y a des sujets qui nécessitent en fait des approches croisées, parce que sinon on manque un aspect. Voilà. Alors le cinéma d'animation en est un, par exemple. On peut pas parler de cinéma d'animation si on ne fait pas de la théorie, parce qu'il faut bien définir ce que c'est par rapport au cinéma en prise de vue réelle. On peut pas en parler sans en faire l'histoire, parce que le cinéma d'animation c'est construit historiquement. Et on peut évidemment pas en parler si on parle pas d'esthétique, parce que c'est aussi des artistes qui font des films. Donc il y a des objets comme ça qui me paraissent obligatoirement à appréhender sous ces divers angles, et le cinéma virtuel en était un, parce que c'était encore une fois un terme à définir, c'était un terme dont il fallait retracer l'histoire, savoir d'où est-ce qu'il vient, ça vient pas de nulle part, et c'est aussi dans cette histoire qu'on comprend certains enjeux théoriques qui le travaillent aujourd'hui, et puis c'est aussi du cinéma, donc c'est une forme d'esthétique et on ne peut pas en parler, je pense, sans évoquer les formes qui en résultent, d'où le titre, des formes cinématographiques contemporaines. Il y a quelque chose qui est important sur l'impact de ces objets technologiques sur ce que les films véhiculent, ce qu'ils peuvent produire, etc. Donc pour répondre à ta question, voilà, je le conscientise plus vraiment, même si maintenant c'est un peu une sorte de tradition, puisque le précédent bouquin était écrit aussi comme ça, c'est qu'il y a une partie qui est plus historique, une partie qui est plus théorique et une partie qui est plus esthétique. Même si ici c'est plus croisé, j'ai l'impression quand même. Oui. D'autant qu'en plus le cinéma virtuel qui pourrait presque être vu comme une sorte de cinéma qui serait un peu comme un genre de mash-up finalement de différentes approches du cinéma et de différentes manières de le fabriquer, finalement nécessite une approche transversale, en tout cas avec une vision presque global finalement de tous ces aspects de fabrication, quoi. Oui, parce qu'on peut pas en parler si on parle pas de cinéma d'animation, mais on peut pas non plus en parler si on parle pas de prise de vue réelle, on peut pas en parler si on parle pas de technique d'effets spéciaux, et ça, donc c'est vrai que ça du m'oblige poids de l'industrie, du poids de son histoire, tout à fait, ouais. Et de questions donc de jeux vidéo justement, parce que un terme que tu utilises beaucoup dans ta troisième partie, qu'un de tes grands, on va dire théorie finalement, qui est la caméra joystick. Donc le joystick, pour les noobs comme moi qui le jeu vidéo connaissent pas grand chose, mais ont joué à Combat Flight Simulator quand ils étaient jeunes, donc ils savent très bien ce que c'est qu'un joystick, donc ce qu'on a dans les cockpits d'avion, où effectivement tu fais un peu la généalogie d'une caméra qui du coup n'existe pas vraiment, mais parfois si, puisque donc c'est basé sur des choses du monde réel, comme la Spider-Cam, comme la Skycam, comme la Luma, donc qui sont des grandes grues, tout ça, où finalement essayer presque d'avoir un effet de réel avec ces caméras qui ont une gravité improbable finalement, et de voir comment est-ce que ça s'inscrit dans le cadre d'un cinéma numérique, et finalement qu'est-ce que cette caméra joystick veut dire et tente de rebattre dans une esthétique du cinéma, telle qu'on peut la voir depuis au moins 20 ans, voire un peu plus, mais surtout depuis 20 ans où on a justement ce qu'on appelle des grosses bouillies numériques, ce qui ne veut rien dire, mais qui est un terme qui justement est un peu générique pour parler de ces caméras folles ou de caméra liberté. Mais c'est ça, en fait, je cherchais un terme qui puisse suffisamment circonscrire et caractériser ces caméras particulières qu'on voyait dans ces films. Tu les évoques, ces caméras un peu folles qui partent dans tous les sens, qui n'ont pas de limite. Et de prendre un terme qui justement est assez vite compréhensible, parce qu'on voit ce que c'est qu'un joystick, on voit un peu comment fonctionnent des caméras de jeux vidéo, que ce soit des jeux en point of view ou des vues à la troisième personne, une caméra qui a priori n'a pas d'ancrage physique ou réel, parce qu'on peut se balader un peu partout dans l'espace, surtout quand on joue à la troisième personne. Et qu'est-ce que ça veut dire en pensée de l'espace? Et justement, on revient sur la question du point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que cette caméra-là influe sur la vision du spectateur ou du joueur?
Ouais, parce qu'il y a, évidemment, sur cette question du joystick, il y a cette idée que la caméra n'a pas de présence physique, elle n'est pas concrètement là, c'est-à-dire que c'est pas le corps du cadreur qui va imposer un mouvement, mais c'est avec le pouce, on va cadrer avec un mouvement de pouce qui va pouvoir déterminer si la caméra doit décoller dans les airs ou passer au travers du sol et ressortir à un autre endroit, etc. Tout se joue avec le pouce, ce qui fait que la question du point de vue, elle est effectivement tout à fait questionnante dans ces films-là. C'est que c'est pas tant un point de vue qui est mis en évidence, c'est le fait que justement il n'y a plus de point de vue, parce que le point de vue c'est aussi une mise en situation d'un corps. Voilà, C'est tu placer dis, le corps par dans exemple, l'espace. dans le jeu vidéo, il n'y a plus de point de vue, mais il y a un point d'observation mobile. C'est ça, finalement. voilà. On est dans une forme de point d'observation mobile dans les images, c'est-à-dire que le point à partir duquel on voit peut se déplacer librement dans un espace à 3 dimensions, comme celui de la réalité en fait. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus de limitation liée au corps, c'est-à-dire à la situation corporelle dans un lieu ou dans un espace. Là, effectivement, le joystick ou la conception du joystick permet de libérer totalement la caméra. C'est pour ça qu'on a qualifié souvent de caméra à liberté. La L-Cam, on l'appelait sur Blade 2 de Guillermo del Toro, etc. Donc, il y a énormément d'appellations qui vont accentuer cette dimension libre de la caméra, qui est finalement celle qu'on retrouve dans le jeu vidéo, comme tu l'as signalé, où on va suivre un personnage avec sa... le personnage va être directement suivi par le cadre, en tout cas la configuration écranique dans laquelle il s'inscrit, et les mouvements du doigt, du pouce sur le joystick vont permettre de recadrer l'image, de voir différemment, au détriment parfois des décors. C'est-à-dire que la caméra peut passer au travers d'un mur, ça ne pose pas de problème, puisque de toute façon, il n'y a pas de caméra. De voir ce qui a priori serait hors champ ou bien hors cadre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que en fait, tout l'espace du cinéma virtuel, tout l'espace de ces films virtuels, c'est une caméra en fait. L'espace en tant que tel est une accumulation de points de vue à 360 degrés sur l'espace. Avec du coup ce que tu appelles plus que le hors-champ, le péri-champ. C'est-à-dire que vraiment c'est tout ce qui va entourer un personnage, c'est ça. Ou bien une situation, on va dire, et tout ce qui ça va véritablement autour, comme un univers global, plus que finalement juste un cadre restreint par la vision d'un personnage ou le point de vue d'un metteur en scène. C'est qui ça, penserait de manière plus traditionnelle. C'est ça, je cherchais en fait un terme qui puisse désigner ce fait particulier, qui est que dans le jeu vidéo, les questions de cadre, de hors-champ, etc. ne tiennent pas, puisque comme on a un point de vue mobile dans les images, que le joueur bouge son personnage et manipule parfois la caméra, c'est-à-dire qu'il utilise la caméra pour regarder ailleurs que parfois ce qu'on a envie qu'il regarde, ça brise complètement la logique du hors-champ cinématographique qui est pensé par la mise en cadre du cinéaste. Ici, pour le coup, le hors-champ est complètement accessible à n'importe qui, et je me disais que la notion de hors-champ, dont on a souvent constaté qu'elle était morte dans le domaine du jeu vidéo, elle finalement répondait des mêmes caractéristiques dans ce genre de cinéma. Et je me suis donc demandé qu'est-ce que je pourrais adopter comme terme pour désigner ce hors-champ particulier qui est en effet actualisable, un hors-champ qu'on pourrait découvrir simplement en tournant la tête, en quelque sorte. Et donc j'avais trouvé cette idée de péri-champ, effectivement, où c'est le champ qui entoure l'usager, et qui a un impact bien sûr sur la mise en scène, parce que dans un film traditionnel, si on cadre avec une caméra dans un lieu réel ou un lieu de tournage, et bien sur les côtés il y a les preneurs de son, il y a les techniciens, donc si on tourne la caméra trop vite ou que c'est pas prévu, forcément on va tomber sur ces techniciens. Ça se voit des fois, parfois dans des films, quand on voit les reflets, genre dans une vitre, ou même parfois c'est volontaire pour en faire un gag, on montre le hors-champ avec l'équipe qui est en train de regarder. Ce qu'on appelle le hors-cadre. Voilà. Et là, pour le coup, comme il n'y a pas de hors-cadre dans ce genre de cinéma, parce que tous les techniciens sont invisibilisés, littéralement, parce qu'ils n'ont pas de marqueur sur le corps. Donc ils enregistrent le son, ils sont là, ils sont sur le plateau, ils peuvent être on ne les voit pas. Juste à côté des comédiens, en train de prendre le son. Exactement, ils sont invisibles. Et du coup, comme ils sont invisibles... Tu peux voir un mec qui se ramène qui fait un chabit, on ne le verra pas. La caméra peut donc tourner... dans un film en performance capture tourné par Mel Brooks, il y aurait des trucs à faire. Et la caméra peut tourner sans risque de tomber sur un technicien, et donc ce qui octroie une liberté qu'il n'y a pas dans le cinéma traditionnel à ce niveau-là, au niveau de la mise en cadre. Oui, et justement, du coup, comme on erre dans des cadres qui sont entièrement virtuels, parce que tu en parles justement à la fois quand tu parles des jeux vidéo adaptés en film, ou des films qui pourraient reprendre à la fois des univers ou même des méthodes de mise en scène de jeux vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup
adaptations souvent moisies de jeux vidéo, genre les Prince of Persia, les Max Payne, les machins comme ça, mais tu as aussi donc des films qui vont reprendre, on va dire, presque des théories du jeu vidéo, comme le Ready Player One de Spielberg, qui est moi un film que j'aime pas du tout pour plein de raisons, mais qui effectivement, je me rappelle, je sais très bien que quand tu m'as dit que tu avais adoré le film, je sais exactement pour quelles raisons, qui sont plus des raisons théoriques que réellement plastiques ou souvent, moi, quand plaisir. j'aime les films, c'est des raisons théoriques. Oui, en général, c'est souvent des gros films de merde. Effectivement, et ça reprend ça, et tu parles à un moment donné, j'ai noté, pour faire comme certains profs à la fac, page 298, donc tu parles d'une notion qui va nous intéresser, parce que donc on erre dans le cinéma virtuel, dans des univers qui sont entièrement donc factices, puisqu'ils n'ont pas, on va dire, de porosité ou de matière plastique. Tu dis que la matière ment. Donc finalement, est-ce que tu ne serais pas en train de nous dire que le cinéma, c'est une matière qui ment à 24 images par seconde, comme dirait notre ami Brian? Si, évidemment. Enfin, il y a cette idée que ce qu'on estime être un signe du réel dans le cinéma en prise de vue réelle, c'est les apparences. En tout cas, c'est ce qui nous apparaît comme étant semblable à ce qu'on perçoit dans la réalité, dans la vie de tous les jours. À partir du moment où une image de synthèse est capable de simuler parfaitement cette avec le matière, photoréalisme qui justement depuis voilà. quelques années est vraiment bluffant pour c'est le coup. ça. À partir de ce moment-là, ça permet de générer un doute sur la nature de cette matière et sur l'idée que finalement la matière que l'on perçoit dans ces films en prise de vue réelle, elle est aussi mensongère, puisque ce n'est qu'une inscription de la lumière sur une pellicule ou une traduction en 0 Même et en dans 1. des news, on voit bien genre avec les deepfakes, avec le de-aging par exemple, qui depuis quelques années, ça dépend des films, a atteint quand même un niveau de réalisme assez flippant justement sur cette question de finalement qu'est-ce qu'une image réelle ou qu'est-ce qu'une image presque tangible, en tout cas véracible pour un œil humain. C'est ça. Et je trouve que Zemeckis, il fait des choses assez intéressantes dans son cinéma. Il va utiliser un photoréalisme absolument sidérant pour montrer des murs, des textures, des tables, des choses comme ça. Ou et des ensuite, matières. Et en fait, il va faire passer sa caméra au travers. Comme pour dénoncer la nature factice de la matière qu'il a pourtant si bien simulée au départ. Donc il y a une sorte de jeu comme ça avec les attentes spectatorielles, mais qui nous incite à nous interroger au fond. Mais qui sur ce qu'est le rebute un peu cinéma. aussi, je pense, le spectateur, justement. Parce que, par exemple, c'est des choses que fait moins Cameron. Ouais, tout à Il fait. le C'est fait vrai de temps en que- temps quand il fait genre les petits mouvements de caméra qui vont passer dans des branches, qui en plus, en général, sont vraiment que des trucs de m'as-tu vu. Parce que David Fincher l'a fait déjà il y a 15 ans. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que Zemeckis, pour moi, le plus intéressant dans ses usages du cinéma virtuel, je pense Parce que c'est qu'il celui est qui est le plus plus avant-gardiste, expérimenté. peut-être. Ouais, c'est ça. Il utilise plus les possibilités purement de la caméra joystick, alors que Cameron, finalement, le fait de manière beaucoup plus traditionnelle. Les avatars sont mis en scène de manière assez traditionnelle. Ils sont moins inventifs en termes de mise en scène que les Il y a films des de choses qui Zemeckis. sont très impressionnantes, qui sont fascinantes. Mais pas justement, sur la parce même qu'elles modalité. sont filmées de manière justement plus classique. C'est ça. Ce qui, je pense, participe à leur gigantesque succès. Alors que les films de Zemeckis, qui sont plus expérimentaux, presque comme de l'avant-garde finalement. Ouais. Mais sauf que dans les années 20, l'avant-garde, ça fonctionnait, on va dire, en termes commercial. En 2010, ça se plante lamentablement. Ouais, il y a le Tintin quand même qui était un peu une exception, qui a pas marché de de ouf non plus, quoi. mais bon, ça allait quand même. Et pour le coup, il y a des vraies propositions. Et Ready Player One, il y a des trucs que je trouve hallucinants dans le film en qui s'est termes de planté mise en aussi. scène. Complètement. Mais il est hyper avant-gardiste dans son approche. Dans Ready Player One, il y a aussi cette idée absolument géniale qu'on peut naviguer dans un film qui existerait au préalable, donc le fameux Shining. Et il transforme le Shining de Kubrick en espace de cinéma virtuel, c'est-à-dire où il va pouvoir naviguer dans cet univers de l'hôtel Overlook qui a été recomposé numériquement pour l'occasion, dans lequel des personnages en performance capture se déplacent, et il nous fait des plans de travelling complètement fous dans l'hôtel Overlook, c'est-à-dire qu'il transforme un film tourné en pellicule en espace de cinéma virtuel. Il y avait une proposition, je trouvais, absolument sidérante pour l'avenir du cinéma là-dedans. Et tu conclus pour le coup ton livre, ça m'a fait plaisir quand même, donc sur le film des Wachowski dont on a entendu un court extrait en pré-générique, film qui pour le coup s'est aussi bien planté, alors que c'est peut-être un des 3 films les plus importants des années 2000, je pense, qui est donc Speed Racer en 2008, film qui en termes d'univers visuel, de proposition de cinéma, de dispositif et finalement d'expérimentation est toujours un des films qui m'a le plus estomaqué. Parce que tout ce qu'il faut finalement, enfin tout ce qu'elles font en termes de mise en scène, finalement, sont des choses qui sont qui commencent à peine à être pris maintenant. Parce qu'elles, pour le coup, ils avaient encore plus d'avance presque que Zemeckis, parce qu'aussi, elles mêlaient énormément d'approches différentes
et surtout pour le coup pour faire des choses que en termes de mise en scène, je trouve, on n'avait jamais vu avant. Ouais. Parce que c'était à la fois, comme dans les Matrix, un agrégat avec une influence du monde du jeu vidéo, du cinéma d'animation, de différents mouvements picturaux, justement, pour faire quelque chose d'absolument hallucinant. C'est vrai que c'est un film que j'ai mis en conclusion. Je pense que c'est pas pour rien, à la fois parce que t'aimes beaucoup le film, mais aussi pour C'est toutes ça. les questions que ça soulève Ouais. et presque le monde des possibles que ça suggère. C'est ça. Et puis, c'est pas un film qui repose uniquement sur la performance ou la motion Non, capture. Finalement, non. il y en a assez peu dans le film. Par contre, c'est typiquement un objet de cinéma virtuel. Pour le coup, où tout est recomposé a posteriori, où l'univers est appréhendable sous tous les angles. On est complètement dans cette logique volumique du cinéma virtuel. En revanche, c'est vrai que si je l'ai pas abordé plus que ça, c'est qu'il y a eu un ouvrage récent en fait Oui. sur le bouquin, De sur le Julien film, Abadi, qui est de sorti Julien il y a 1 an et demi, excellent ouvrage. qui est un excellent ouvrage. Et que je Façonnage édition. Voilà, je me voyais mal revenir encore sur le film parce qu'il a tout dit en fait. Enfin, cet ouvrage est fondamental. Et donc j'invite d'ailleurs les lecteurs à le lire à l'issue de cet ouvrage. Je pense que c'est une bonne suite en fait, concrètement. Et c'est une excellente suite. Comme Abadi, je lui ai un peu volé cette idée. J'étais jaloux de ne pas avoir l'idée de cette impression d'un film cubiste en fait, parce que concrètement Speed Racer est un film cubiste où on peut voir les choses sous tous les angles à la fois, ce que les films en performance capture, et c'est là-dessus moi mon point d'achoppement, c'est ils n'ont jamais réussi à le faire. Parce que Attention technique... par contre sur les cinémas cubistes, je te rappelle que c'est ce que disait Rob Cohen quand il faisait les triple X, il avait une approche cubiste du montage. C'est génial, je ne savais pas. Et pour le coup, ces films qui sont tournés en volume avec des choses qu'on peut voir sous tous les angles, ne sont donnés à voir que sous un seul angle dans leur version cinématographique, sous la forme du cinéma virtuel. Et il y a une forme d'impasse médiatique. Le cinéma ne peut pas retranscrire ce que le jeu vidéo peut retranscrire ou ce que la peinture cubiste peut retranscrire, ce qu'une image fixe peut produire. Ce qui est le principe ce qui en fait un art justement à part des autres. Et exactement. Chaque art est différent. Parce que tu reviens aussi du coup sur le rapport à la danse par exemple qu'il y a dans le film. C'est ça. Mais les Wachowski ont réussi cette prouesse incroyable de faire ça, de faire un film éminemment cubiste où on a l'impression de voir tout sous tous les angles en même temps. Donc elles réussissent sans faire de performance capture ce que les cinéastes qui utilisent la performance capture ne parviennent pas fondamentalement à faire, ce qui fait que c'est peut-être un cinéma avant-gardiste, le cinéma virtuel, mais pas totalement. Oui. Ça reste quand même des formes très traditionnelles, très populaires. Oui, Simon. Oui, d'ailleurs, j'ai une question à propos du discours aussi politique de certains de ces films. Je pense au dernier Matrice que j'ai pas vu, mais je sais qu'il t'a intéressé pour ça, où l'enjeu politique de ce cinéma-là est posé. Et d'ailleurs, dans la préface que Alain Boila propose de ton ouvrage, il va un petit peu sur ce terrain-là de soulever la question de l'idéologie aussi de ces technologies. Et tu y réponds d'une certaine façon par la toute dernière note de ta conclusion, en évoquant ce film très récent, le Pinocchio de Zemeckis, où tu vas sur cette question de la mise en scène du discours ou de la peine que Zemeckis a de voir ces technologies reprises pour des choses qui ne le concernent pas. Qu'est-ce que tu fais effectivement dans cette... Est-ce que tu penses qu'il y a un certain nombre de films qui se posent suffisamment de questions de l'inscription et de l'usage de ces technologies, où prime un imaginaire par exemple de la fluidité? On est toujours dans ces mouvements de fluidité qui résonnent aussi avec une connotation idéologique contemporaine liée à la circulation des biens, le flux, le néolibéralisme. Et est-ce que tu remarques des films comme ceux-là qui arrivent aussi à être les symptômes de cette dimension-là aussi? Ouais, j'en parle dans le deuxième chapitre autour de Matrix Reloaded en fait, où j'évoque à partir du chercheur Nick Jones qui avait remarqué ça en fait dans le film, l'idée que la technologie utilisée sur le film fait vraiment écho à une logique d'asservissement du corps en fait, et l'impression que ce corps qui supposément se libère de la matière, se libère de tout, puisque le personnage de Neo est un super-héros pour ces raisons, parce qu'il comprend comment le monde de la matrice fonctionne et qu'il peut donc se libérer de ce dernier, et ben en fait ce faisant, il est quand même soumis à ce système, et toutes les actions qu'il va faire dans le film vont être spectacularisées pour devenir justement un objet de consommation, de plaisir spectatoriel. C'est le principe du capital qui récupère la subversion dès qu'elle arrive ou dès qu'elle commence à être un minimum populaire. Ce qui est un moment, une occasion justement de faire la passerelle totale entre l'esthétique, l'analyse et l'histoire, puisque c'est un moment donné où je replace ce film dans l'histoire de la capture de mouvement et notamment des essais de management via capture de mouvement par Frank Gunker Gilbreth, qui travaillait avec Taylor, le nom m'échappe.
On vend des noms, c'est pas. Avec Taylor, voilà, avec les usines du Taylorisme, qui était effectivement structuré autour d'une étude du mouvement des ouvriers pour savoir quel mouvement ils faisaient en trop, ou etc. Et en fait, clairement, Matrix Reloaded est un film qui fait écho à ça à bien des égards. C'est un film sur la volonté de s'émanciper d'un système, mais finalement, on ne s'émancipe de ce système qu'en adoptant ses règles, et du coup, on y reste soumis. Et je trouve que le Matrix Résurrection était passionnant pour ça. C'est un film qui cherchait à s'extraire de ça, qui cherchait à ne plus produire un plaisir spectatoriel tel que les premiers Matrix l'avaient fait, et qui cherchait plutôt à contrevenir aux attentes du spectateur. Et le fait que le film n'ait pas marché au cinéma, pour moi, c'était génial, parce que je dis, elles ont réussi à casser le système de l'intérieur. C'est formidable. Ça, c'est un film subversif. C'est vraiment un pervers, Jean-Baptiste. Donc, le cinéma virtuel de Jean-Baptiste Massuet, qui est sorti donc en décembre dernier chez Jorg Éditions. Dans la collection En prise de vue, dirigée par Alain Boyard, je Voilà. précise. Donc, excellent ouvrage, évidemment, qu'on vous recommande, malgré ces notes de bas de page qui sont en fin de chapitre et pas justement en bas de page. Ça, c'est ma petite déception. Oui, mais voilà. ça permettait de faire des très longues Exactement. notes. Et d'autant qu'elles sont intéressantes, parce que Jean-Baptiste en profite pour rajouter des caisses et dire, tiens, regardez là, il y a un petit ouvrage potentiel en plus dans cette note de 20 lignes. Mais un ouvrage généreux en illustration. Oui, en illustration, effectivement. En couleur. En couleur, exactement. Même le prix vous fera rire de cet ouvrage. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va passer rien. au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le La monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande musique. merde des Extrêmement merdes. important. Les coups de cœur, Jean-Baptiste, honneur à vous, mon ami. Eh bien, moi, j'ai découvert Bon baiser de Bruges, que je ne connaissais pas. Colin de Farrell. Martin McDonagh. Martin McDonagh, et qui est super chouette. On passe du rire à la dépression en un dialogue. Et c'est très efficace, bien écrit, bien interprété. Un pur excellent film du dimanche soir, je trouve. Très ordurier. Oui. Ça, c'est bien. Ça me plaît. Et j'avais mis aussi Oui. El Reino de Rodrigo Sorogoyen. voilà, qui est incroyable. Je me suis pris une énorme claque. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un film. Exactement. Merci, Simon. Moi, ce sera La Rose et la Flèche de Richard Lester, donc avec Sean Connery et Audrey Hepburn, sur un Robin des Bois vieillissant. Et donc sur la fin des héros. Qu'est-ce que c'est que d'être un héros vieillissant et de l'être quand même jusqu'au bout. Enfin, c'est un très beau film sur cette question-là, et peut-être l'une des plus belles fins de l'histoire du cinéma que j'ai jamais vue. Je suis bien d'accord, merci. Et moi, donc, ça sera un documentaire qui n'a rien à voir avec le virtuel, pour le coup, qui s'appelle Dans leurs yeux, de Séverine Vermersch, film de montage sur des marins qui ont filmé leur périple pendant plusieurs années, que ce soit des marins pêcheurs ou des marins au long cours, et c'est absolument magnifique. Merci beaucoup, Valentin, à la mise en son de cette émission. Merci Simon. Merci beaucoup, JB. Toujours un plaisir. Tu reviendras pour nous parler de Fast and Furious 10, bien sûr. Oh yeah. Yes. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir.